Bonsoir les élèves. Donc ce cours vous est présenté de l'établissement Ibn Khatib de l'enseignement privé que je remercie vivement son directeur. Bon, nous allons maintenant voir la deuxième partie concernant les hydrocarbures. Ok, alors hydrocarbures, on a commencé déjà la première partie, hydrocarbures. Bon, on a défini ce que ça veut dire les hydrocarbures. Ce sont des composés organiques qui sont constitués uniquement de éléments hydrogène et carbone. Et puis, j'ai parlé de quelques familles des hydrocarbures. On a commencé par les alcanes, les cycloalcanes, et on s'est arrêté aux alcènes. Bon, on a présenté les formules générales et les règles à suivre pour nommer les composés de chaque famille. Alors, je vais suivre mon cours. Bon, il nous reste à voir une famille qui dérive des alcènes. Cette famille est appelée les composés éthyléniques. Mais avant de commencer de parler de cette famille, je vais citer une remarque concernant les alcènes. Remarque. Bon, le sujet de cette remarque, je vais le présenter sous forme d'un exemple. Ok, donc je vais commencer par un exemple et je vais considérer deux molécules. La molécule d'éthane, alors c'est 2H6. Bon, je vais écrire sa formule semi-développée. C'est, ok, voilà, H, 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 H. Et la deuxième molécule, c'est la molécule d'éthène, C2H4. Alors c'est, voilà, alors H, 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 H. Donc éthane, éthène. Alors ces deux molécules, en plus qu'ils n'ont pas le même squelette, ici on a un squelette qui est saturé, ici un squelette insaturé. Bon, l'existence de la liaison simple dans cette molécule permet à la molécule d'être en rotation autour de la liaison simple. Ça veut dire que ce groupement de molécules, ou bien ce radical CH3, il est toujours en rotation autour de cette liaison simple. Même chose pour ce radical. Donc, si par exemple, on voit la conformation, ça veut dire la forme de la molécule dans l'espace, si je vais mettre mon œil de ce côté-là, ok, alors je vais nommer ce carbone le carbone numéro 1, et ici, je vais le nommer le carbone numéro 2. Okay. Donc, en prenant la molécule comme ça, alors donc, dans le premier plan, va se situer le carbone numéro 1. Et dans le deuxième plan, va se situer le carbone numéro 2. Alors, il est évident que le carbone numéro 1 masque le carbone numéro 2. Donc, c'est pour cela que je vais représenter le carbone numéro 1 par un point et le carbone numéro 2 par un cercle. Ok? Donc, pour ces trois atomes qui sont fixés au carbone numéro 1, donc je vais les voir toujours, ok? Ils sont toujours à mon regard. Donc voilà ce hydrogène, le deuxième et le troisième. Mais pour ces trois hydrogènes, ça dépend. Est-ce que je vais les voir ou non? Donc ça dépend de la rotation de la molécule, de ce radical autour de la liaison double. Ok? Donc, il existe un moment où ces trois atomes se placent derrière ces trois atomes. Ça veut dire que cet atome sera placé derrière celle-là, ou bien, derrière celui-là. Donc, alors, je ne vais pas voir cet atome. Même chose, je ne vais pas voir cet atome. Et je ne vais pas voir cet atome.
Ok? Donc ça veut dire que ces trois atomes masquent les autres trois atomes qui sont fixés à l'atome numéro 2. Et ça ne dure qu'un instant. Ok? Alors dès que ce radical tourne, à ce moment-là, ces atomes seront décalés et je peux les voir. Ok? Donc je vais les représenter. Voilà, premier atome, deuxième atome et troisième atome. Et chaque fois, donc lorsque ce radical tourne, à un moment donné, ces trois atomes seront masqués par ces trois. Ok? Donc ça veut dire que je ne peux pas les voir tout le temps. Il existe des instants où je ne peux pas les voir. Alors cette rotation est due à quoi? Est due au fait que de l'existence de la liaison, de la rotation autour de la liaison libre. Ok? Donc, pardon, autour de la liaison simple. Donc, alors voyons ici si on peut avoir même situation. Donc si je me place ici, et plus exactement mon œil, ok, donc cet atome se situe dans le premier plan et l'autre atome se situe dans le deuxième plan. Alors ici, il y a absence de la rotation. Ça veut dire que les deux groupements CH2 ne peuvent pas tourner autour de la liaison double. Ça veut dire qu'il y a l'impossibilité de la rotation. C'est pour cela que cette liaison double est appelée liaison rigide. Liaison rigide. Alors donc, puisqu'il y a absence de la rotation autour de la liaison double, dans ce cas, cette molécule admet une seule conformation dans l'espace. Ça veut dire un seul aspect, pas comme celle-là. Parce que celle-là admet plusieurs conformations dans l'espace. Ça dépend de la rotation des deux atomes de carbone autour de la liaison double. Donc cette molécule n'admet qu'une seule conformation dans l'espace. Et toujours, si je me place ici dans le premier plan, donc je vais voir ces trois atomes, mais les trois autres atomes seront masqués par ces trois atomes. Et ceci est dû à l'impossibilité ou bien à l'absence de la liaison, de la rotation autour de la liaison double. Donc c'est pour cela qu'on appelle cette liaison irrigide. Alors quelles sont les conséquences de l'absence de la rotation autour de la liaison double? Alors là, il y a une autre isomérie qui est appelée stéréoisomérie. Donc c'est le sujet de la remarque. Stéréoisomérie. Et pour comprendre cette stéréoisomérie, je vais aborder un exemple, ok, où on aura ici un groupement ou bien un alkyle autre que l'hydrogène, ici et ici. Et je vais prendre comme exemple, pour bien comprendre, par exemple, le but de N. But de N. Alors le but de N a pour formule brute ou bien générale C4H8 et admet comme formule semi-développée CH3CH, liaison double CH3. Alors voyons voir maintenant sa conformation dans l'espace. Alors dans l'espace, je peux avoir cette conformation CH3, CH, ok, liaison double, C. Et ici, j'ai deux possibilités. Soit que je représente ici CH3H, ok. Donc ici, on voit que les deux radicales, ou bien les deux radicaux alkyles, se situent du même côté de la liaison double. L'autre possibilité est la suivante. Alors ici j'ai la liaison double. Voilà ici H. Ok. Donc, alors CH3 H, pardon, CH3
H. Donc, puisqu'il y a l'absence de la rotation autour de la liaison double, ça veut dire que si je veux passer de cette conformation à cette conformation, je dois détruire la molécule et la reconstruire de nouveau. Parce que spontanément, on ne peut pas passer de cette molécule ou bien de cette conformation à cette conformation, puisque ce groupement d'atomes ne peut pas tourner autour de la liaison double, puisque la liaison double, on a dit que c'est une liaison rigide. Alors, donc ces deux molécules sont différentes, même s'ils ont même formule brute, même formule semi-développée. Ils sont différentes, pourquoi? Parce qu'ils ont deux conformations, ça veut dire deux aspects dans l'espace. Ça veut dire qu'on ne découvre ces molécules qu'en les voyant dans l'espace. Okay? Sans qu'on puisse les voir, on ne peut pas distinguer entre ces deux molécules. Donc le passage de cette molécule à cette molécule n'est pas automatique, n'est pas évident, n'est pas spontané. Il faut détruire la molécule, okay, et la reconstruire à nouveau pour que ce radical CH3 se place de ce côté-là et on aura cette molécule. Okay. Donc ici vous voyez que les deux radicaux CH3 se situent de part et d'autre du plan qui contient la liaison double. Okay. Alors donc ici on parle d'un isomérie ou bien d'un stéréoisomérie. Ça veut dire une isomérie qui n'existe qu'on ne peut découvrir que si on voit les deux molécules dans l'espace. Donc, ces deux molécules, on les appelle deux stéréoisomères. Ok, stéréoisomères. Donc, si j'appelle cette molécule but de N et celle-là but de N, je ne peux pas distinguer entre les deux. Donc il faut ajouter quelque chose, okay, un terme à ces deux molécules pour les distinguer l'une de l'autre. Et pour cela, on a pris deux termes allemands et on ajoute au nom de ces deux molécules, qui est le but de N, la première lettre de chaque terme. Et ces deux termes signifient quoi? Le premier terme signifie que les deux radicaux existent, ou bien se situent du même côté du plan qui contient la liaison double. Ce plan, par rapport au tableau, il est perpendiculaire au tableau. Okay? Donc les deux radicaux se situent au-dessus de plan. Okay. Tandis que ici, le terme allemand signifie que les deux radicaux se situent de part et d'autre du plan horizontal qui contient la liaison double. Okay. Alors, la première lettre du terme qui signifie que les deux radicaux se situent de même côté du plan horizontal qui contient la liaison double est la lettre Z. Okay. Ça veut dire que le terme commence par la lettre Z. Et donc, pour nommer cette molécule, je dois écrire but de N Z. Ok. Alors, et le nom de cette molécule est le suivant, but de N E. Alors, E, c'est la première lettre d'un terme allemand qui signifie que les deux radicaux se situent de part et d'autre du plan qui contient la liaison double. Et ce plan, il est horizontal, ça veut dire perpendiculaire au tableau. Tandis que Z est la première lettre du terme allemand qui signifie que les deux radicaux se situent du même côté du plan qui contient la liaison double. Okay? Donc voilà pour ce nouveau type d'isomérie qui est appelé
isomérie. Donc je rappelle qu'on a vu une isomérie de constitution. Donc je rappelle que l'isomérie des constitutions, c'est une isomérie qui concerne les molécules qui ont même formule brute et n'ont pas les mêmes formules semi-développées. La stéréoisomérie concerne les molécules qui ont même formule brute, même formule semi-développée, mais leur conformation, ça veut dire leur aspect dans l'espace est différent. Bien sûr qu'il existe d'autres stéréoisoméries, qui ne sont pas évoquées dans votre programme. Donc maintenant, je vais parler d'une autre famille qui dérive des alcènes. Cette famille est appelée les composés éthyléniques. Alors voilà, donc ici je vais effacer. Donc, alors on a vu les alcènes, Alors c'est un sous-titre des alcènes composés éthyléniques. Alors qu'est-ce qu'on entend par ces composés? Tout simplement, ce sont des composés organiques qui ne sont pas nécessairement des hydrocarbures, parce que puisqu'on peut trouver autre élément que l'hydrogène et le carbone qui entrent dans la constitution de ces composés. Donc, ces composés ont une chaîne qui contient au moins une liaison double. Donc, la chaîne de ces composés contient au moins une liaison double. Et ne sont pas nécessairement des hydrocarbures. Je vais donner deux exemples qu'on va utiliser plus tard. Donc, exemple. Bon, soit la molécule suivante, CH2, CHCl, Ça veut dire, donc si je vais faire la formule développée, donc ici HH, CClH. Alors vous voyez que ce n'est pas un hydrocarbure, puisqu'ici j'ai un élément halogène qui est le chlore. Donc ça, ici, c'est liaison double. Donc le nom de... alors il s'agit d'un alcène, puisqu'il y a double liaison, mais l'existence de cet atome étrange au carbone et au hydrogène, donc c'est pour cela qu'on l'appelle composé éthylénique. Donc le nom de ce composé, alors il y a deux façons de nommer ce composé. Donc soit qu'on va considérer le chlore comme un radical, donc on va commencer par le radical chlore, donc dans ce cas on l'appelle chloroéthène. Ou bien on va considérer que ce groupement d'atomes CH2CH est un radical. Alors lorsque l'éthène prévu d'un atome d'hydrogène est un radical, dans ce cas on l'appelle vinyle. Et le nom sera chlorure de vinyle. Voilà, donc vinyle veut dire quoi? Vinyle correspond à ce radical H. Donc ici j'ai H et là j'ai ce segment qui indique que ce radical peut établir une liaison covalente avec un carbone d'une chaîne carbonée. Donc ça veut dire ici qu'on a un électron célibataire.
Bon, deuxième exemple. Donc, je vais considérer la molécule suivante. Donc, CH2, CH, ok. Ici, j'ai un noyau ou bien un cycle benzoïque, C6H5. Donc, si je vais représenter, pardon, ici, toujours j'ai liaison double, ok. Donc, si je représente cette molécule par l'écriture topologique, j'aurai cette représentation. Essayez de la représenter. Voilà, liaison double. Voilà. Et ici, j'ai le cycle benzoïque. Voilà. Et voilà. Ou bien, si je veux représenter en formule semi-développée, ok, j'aurai CH2, CH, ok, et ici donc voilà, C, ok, donc je vais représenter par le benzène par l'écriture topologique, voilà. Ici toujours liaison double, ok. Alors ici même chose, j'ai deux possibilités de nommer, ou bien trois possibilités de nommer ce composé. Deux termes donc qui entrent dans le cadre de la nomenclature organique et le troisième terme, c'est un terme usuel qu'on utilise pour appeler des composés organiques connus depuis longtemps. Okay. Je vais donner un exemple, comme par exemple l'acide acétique. Alors pour nous, en chimie organique, l'acide acétique c'est quoi? C'est l'acide éthanoïque, okay, mais elle est connue sous le nom de acide acétique. Même chose, ok, donc je vais donner les deux noms qu'on peut avoir en suivant les règles de nomenclature. Donc il y a deux cas comme on a fait. C'est soit qu'on va prendre ce cycle benzoïque comme radical. Alors dans ce cas, le cycle benzoïque, lorsqu'il est radical, il est appelé phényl. Ok, phényl, ok, éthène. Alors le premier nom, c'est phényl, éthène. Donc deuxième possibilité, c'est donc la chaîne principale sera le cycle benzoïque. Ok, le cycle benzoïque. Donc ce radical, ok, sera appelé vinyle, ok, et le nom sera vinyle, benzène, ok. Et le nom usuel de ce composé, c'est le styrène. Voilà. Styrène. Bon, maintenant, donc je vais passer à la deuxième paragraphe qui concerne la modification ou bien les techniques de modification de la chaîne carbonée ou bien du squelette carboné. Donc pourquoi on aborde cette modification ou bien pourquoi on a recours à modifier le squelette carboné? Alors, puisque la plupart des composés organiques qu'on utilise dans l'industrie chimique dérivent du pétrole, ça veut dire qu'on les extrait du pétrole. Et ce sont des hydrocarbures à chaîne saturée et ouverte. Et on sait que les alcanes, ou bien les cycloalcanes, sont des composés qui sont moins réactifs en comparaison avec les composés organiques qui possèdent des chaînes saturées. Pardon, qui possèdent des chaînes insaturées. Ça veut dire l'existence d'une liaison multiple, que ce soit double ou bien triple, dans le squelette carboné, augmente la réactivité du composé organique. Donc c'est pour cela qu'on doit modifier les squelettes carbonés des alcanes à chaîne ouverte pour augmenter
leur réactivité et les transformer en des composés organiques insaturés qui sont pris pour différentes industries chimiques telles que la fabrication des produits plastiques ou bien des fibres synthétiques ou bien des peintures. Okay. Donc le titre de cette paragraphe est le suivant: technique de modification des squelettes carbonés. Donc paragraphe grand 2, technique de modification des squelettes carbonés. Donc l'intérêt de cette modification est d'augmenter la réactivité des alcanes en le transformant soit en alcène ou bien en des composés ou bien des hydrocarbures cycliques insaturés ou bien saturés, et aussi pour les transformer en hydrocarbures des hydrocarbures qui ont des radicaux, ça veut dire qui ont des chaînes ramifiées, et je vais expliquer pourquoi on a besoin dans certains cas des squelettes carbonés qui sont ramifiés. Alors donc commençons par la première technique de modification qu'on va citer dans cette leçon, c'est le craquage catalytique. Ok, donc on va savoir ce que ça veut dire craquage, mais tout d'abord restons au terme catalytique. Ça veut dire donc ce craquage, c'est une transformation chimique bien sûr qui se déroule en présence d'un catalyseur. Et un catalyseur, c'est quoi? La définition d'un catalyseur. Ok, donc catalyseur, c'est une espèce chimique qui favorise le déroulement de la transformation chimique sans y participer. D'accord? Donc, catalyseur, espèce chimique qui favorise le déroulement d'une réaction chimique, sans y participer. Ça veut dire qu'on ne la trouve pas dans l'équation chimique de la réaction chimique. Alors, quel est l'intérêt de l'utilisation de catalyseurs? Donc, soit pour augmenter la vitesse de la réaction, donc la notion de la vitesse, vous allez l'étudier l'année prochaine en deuxième bac. Ça veut dire, c'est quoi augmenter la vitesse de la réaction? Parce qu'il y a des réactions qui sont lentes. Alors pour les accélérer, on utilise un catalyseur. Donc le catalyseur réduit le temps de déroulement de la réaction chimique. Donc c'est le premier intérêt de l'utilisation d'un catalyseur. C'est donc augmenter la vitesse de la réaction. Et deuxième intérêt qu'on va voir, c'est l'orientation de la réaction chimique pour obtenir un tel produit. Parce qu'on va voir qu'en partant d'un même réactif ou bien des mêmes réactifs, on peut obtenir, selon l'utilisation du catalyseur et des conditions expérimentales, à savoir la température et la pression, okay? Donc on peut obtenir plusieurs produits. Donc c'est pour cela que le choix d'un catalyseur
précis nous permet d'orienter la réaction chimique pour obtenir un produit souhaité. Alors, donc pour le craquage, je vais donner deux exemples. Alors, le craquage, on agit chimiquement sur la chaîne carbonée d'un alcane pour la transformer en une chaîne insaturée. Et le composé organique correspondant à cette chaîne insaturée sera plus réactif, que l'alcane qu'on a utilisé. Donc, premièrement, craquage du hexane. Premièrement, craquage du hexane. Alors, hexane, donc hex, ça veut dire, il s'agit de 6 atomes de carbone, et 1, ça veut dire c'est un alcane, donc un alcane à chaîne saturée et ouverte. Alors, donc, sa formule est la suivante, CH3, CH2, qui va se répéter 4 fois. CH3, ça veut dire j'ai ici CH3, CH2, CH3 4 fois et je termine par CH3. Alors donc le craquage de l'hexane nous donne un hydrocarbure insaturé qui est le but de N, ça veut dire CH3, CH, CH, CH3, Donc, c'est but de N, ici on a hexane, plus éthane, CH3, CH3, qui est un gaz. Alors, donc, la formule ou bien l'équation doit être équilibrée et si on compte le nombre d'atomes de carbone, on a ici 6 atomes de carbone, ici on a 6. Et on a 14 atomes d'hydrogène, alors ici on a 8 plus 6, c'est 14. Donc ici c'est l'éthane. Bon, deuxième craquage. Donc deuxième exemple, c'est le craquage du butane. Donc deuxièmement, craquage du butane. Alors donc on part du butane, CH3, CH2 qui va se répéter 2 fois, CH3. Donc le donne. Alors on va réduire la chaîne carbonée, et on obtient l'éthène CH2 plus. Donc ici, alors ici on a 2 atomes de carbone, ici on a 4, donc je dois multiplier par 2. Et je dois enlever 2 atomes d'hydrogène pour établir la liaison double. Donc j'aurai ici plus H2. Donc ici j'ai 10 atomes d'hydrogène, ici j'ai 8 plus 2, voilà, donc c'est 10. Donc ces deux réactions, ou bien ces deux craquages, se déroulent bien sûr en présence des catalyseurs. Alors le catalyseur qu'on utilise, on utilise la vapeur d'eau ici, donc ici vapeur d'eau, et une température de 800 degrés Celsius. Ici, la température est 400 degrés Celsius. Et pour le catalyseur, donc, je n'ai pas des informations sur le catalyseur utilisé ici, mais ici, quand même, il y a un catalyseur. Donc, parce que ce craquage, c'est un craquage catalytique. Donc, on va voir la deuxième technique de la modification du squelette carboné. Alors, cette technique est appelée réformage. Bon, deuxièmement, réformage. Alors,
Donc, on va commencer par la ramification. Ramification. Donc, on part d'une chaîne linéaire et on arrive à une chaîne ramifiée. Alors, pourquoi on a recours à cette ramification, ou bien quel est l'intérêt de la ramification? Donc, pour les hydrocarbures, l'essence, exactement, qui est utilisée comme carburant pour certains moteurs thermoélectriques, c'est pas thermoélectrique, mais thermique, des moteurs thermiques. Ça veut dire qui transforment l'énergie thermique en énergie mécanique. Alors, l'utilisation d'un carburant qui a des chaînes linéaires ne donne pas une meilleure qualité de la combustion. Ça veut dire que les hydrocarbures qui ont une chaîne linéaire, leur qualité de combustion est moins bonne que s'il s'agit des alcanes à chaîne ramifiée. C'est pour cela que lorsqu'on extrait l'essence du pétrole, dans une raffinerie de pétrole, alors donc l'essence est constituée essentiellement des alcanes tels que le octane, ça veut dire 8, qui ont des chaînes linéaires. Alors si on utilise directement ces alcanes, donc on perd la qualité de la combustion. Ça veut dire on ne se sert pas complètement de l'énergie thermique que peut fournir ces alcanes. Alors c'est pour cela qu'avant d'utiliser ces alcanes comme carburant, on fait tout d'abord, on les ramifie, ça veut dire on les passe donc dans des transformations chimiques qui rendent leur chaîne linéaire en chaîne ramifiée, et à ce moment-là qu'on les utilise comme carburant. Donc, conclusion, la ramification augmente la qualité de la combustion des alcanes. Et je vais donner un exemple du heptane. Heptane, donc hept, ça veut dire le préfixe hept veut dire 7. Ça veut dire que j'ai un alcane qui contient une chaîne, qui a une chaîne linéaire contenant 7 atomes de carbone. Donc voilà, CH3, CH2 qui va se répéter 5 fois, CH3. Et bien sûr, en utilisant toujours des catalyseurs et des conditions de pression et de température. Donc, cette chaîne qui est linéaire, on va la réduire et obtenir une chaîne ramifiée avec la même formule brute. Donc ici, il s'agit de heptane, de formule C7H16. Donc c'est un alcane. Alors ici j'ai 6 fois plus 10, ça donne 16. Donc ici c'est ramification et j'obtiens la chaîne principale est constituée de 5 atomes de carbone, donc CH3, C, voilà 1, 2, 3, 4 et 5, CH3. Et 2 radicales de méthyle. L'un est situé sur le carbone numéro 2, CH3, et l'autre est situé sur le carbone numéro 4, CH3. Voilà, donc ici j'aurai H, ici H2, H. Bon, donc soit je commence la numérotation par de ce côté-là, donc ici 1, ici j'aurai 2 et 4, ça veut dire les deux carbones qui portent les alkyles. Leur numéro est 2, 4. Si je commence par ici, donc j'aurai 1, 2, 3 et 4. Donc toujours les carbones qui portent les radicales ont les mêmes, les radicaux ont les mêmes numéros. Donc le nom de
de cet alcane. Ok, donc vous pouvez le trouver en utilisant les règles de nomenclature. Donc je numérote, alors ici j'ai 2 et 4. Alors je commence par le numéro 2, 4. Alors j'ai 2 méthyl, ça veut dire diméthyl, ok, 1, 2, 3, 4, 5, pentane. Ok, donc l'équation chimique est déjà équilibrée, puisqu'ici j'ai 16 atomes d'hydrogène, ici si je compte les hydrogènes je trouve 16, et j'ai 7 atomes de carbone, donc 7 atomes de carbone. Donc deuxième craquage, réformage, concerne la cyclisation. Ok, donc on a ici vu la ramification, et maintenant on va voir la cyclisation. Donc, petit A, ramification, petit B, cyclisation. Donc, je vais donner 2 exemples. La première cyclisation concerne la cyclisation de l'hexane. Ok, l'hexane. Alors, premièrement, cyclisation du hexane. Alors, donc le hexane c'est 6H14, ok, hexane. Donc c'est un alcane. Lorsque je le nomme, ça veut dire un alcane, et là une chaîne linéaire est ouverte. Alors dans des conditions expérimentales, donc ici j'ai les conditions expérimentale, la température est 500 degrés Celsius, la pression est 30 bars, ok, et le catalyseur est le platine. Alors ici, donc, sous ces conditions et avec l'existence de ce catalyseur, j'aurai un cyclopentane avec un radical qui est le méthyle qui est lié à l'un des carbones de la chaîne principale. Ok, donc cyclopentane, voilà, donc CH2, voilà, CH2, donc le cyclopentane. Et un radical qui est le méthyle, voilà, CH3. Bon, alors ici, donc, puisqu'il y a cyclisation, ça veut dire qu'on doit retrancher deux hydrogènes de ce hexane pour fermer la chaîne carbonée. Ok, donc si je compte ici, je vais trouver 12 atomes d'hydrogène. Ok, donc ici on a 4. Ok, donc ici 8. Oui, 4 plus 8, c'est 12. Ici, bon, j'ai 14. Alors, il reste 2 atomes d'hydrogène. Alors, ces 2 atomes d'hydrogène s'associent et nous donnent une molécule d'hydrogène. Voilà. Donc, ici, pour le nom de cet alcane est méthylcyclopentane. Alors, deuxième exemple, donc je vais partir du même réactif qui est le hexane, et cette fois-ci, je vais trouver un composé organique ou bien un hydrocarbure cyclique à chaîne insaturée, qui est le benzène. Donc, c'est 6H14, toujours il s'agit du hexane, ok. Donc ici, pour les conditions, donc nécessairement j'aurai 500 degrés Celsius, le platine, mais la pression sera inférieure à 30 bars pour que je puisse trouver un autre composé différent de celui-là qui est le benzène. Ok, donc le benzène, voilà, le benzène, CH,
j'ai déjà parlé du benzène, CH, 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 voilà. Ici, j'ai le noyau benzoïque, ok? Plus, donc pour que la réaction, l'équation sera équilibrée, alors ici j'ai 14 atomes d'hydrogène, ici je n'ai que 6, donc je dois ajouter 4 molécules d'hydrogène, plus 4 H2. Alors ces réactions chimiques qu'on a évoquées, donc se déroulent à des températures de 500 degrés Celsius et une pression qui est comprise entre 30 bars et 5 bars en présence du platine comme catalyseur. Alors maintenant, on va voir la dernière technique de modification de squelette carboné, et c'est la plus importante parce que cette technique nous permet de fabriquer ou bien d'obtenir tous les produits plastiques que vous savez. Même des fibres synthétiques qu'on utilise pour les vêtements et aussi pour les produits de peinture. Alors donc, la dernière paragraphe concernant cette technique est appelée ou bien est titrée par la polymérisation. Ok, donc troisièmement, polymérisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire polymérisation? Donc, il est constitué de deux termes. Le terme poly et le terme mérisation. Le terme poly veut dire plusieurs, ok? Et mérisation, donc je trouve ici mère, du nom mère. Mère, ça veut dire même molécule. Ok? Donc la définition de la polymérisation, c'est l'augmentation de la longueur de la chaîne carbonée par addition des molécules identiques de l'éthène ou bien des composés des composés éthyléniques. Et le nombre additionné de ces molécules peut atteindre 20 000 molécules. Ok. Donc, polymérisation, c'est l'augmentation de la longueur de la chaîne carbonée ou bien du squelette carboné de la chaîne carbonée par addition d'un très grand nombre de molécules, ok, de plusieurs molécules identiques, ok, d'éthène, ok, ou de composés éthyléniques. Donc le nombre peut atteindre, ok, plusieurs molécules identiques d'éthène et de composés éthyléniques. Leur nombre peut atteindre 2 fois 10 à la puissance 4 molécules. Donc, cette paragraphe est en relation avec les sous-paragraphes précédentes. Ça veut dire le craquage et le réformage. Alors, au cours de ces transformations qu'on a vues, on obtient des composés insaturés, okay, tels que l'éthène, et l'éthène donc constitue la matière première comme les composés éthyléniques pour la fabrication des
produits plastiques qu'on utilise dans notre vie, ok, d'une façon quotidienne. Donc je vais expliquer le mécanisme de cette polymérisation. Okay. Donc on va partir par exemple d'une molécule appelée molécule mère ou bien monomère d'un composé éthylénique que je vais représenter ainsi. Donc C, ok. Ici j'ai par exemple A, H, H, A. Ok, donc A peut être un radical de halogène, peut être par exemple un radical de phényl, ok, ou autre chose. Ou bien un méthyle, ok, un méthyle, ou bien n'importe quoi. Je peux avoir ici A et ici A, ok. L'essentiel, c'est un composé éthylénique, ok, qui peut être, dans le cas le plus simple, qui peut être un éthène. Alors, donc, pour assimiler bien l'exemple, je vais prendre 3 molécules, ok, de cette molécule-là, ok, donc, et je vais effectuer leur polymérisation. En même temps, je vais montrer, ou bien je vais expliquer le mécanisme. Donc, ici, je vais prendre 3 molécules, voilà, donc, qui sont les mêmes, voilà, ici, donc, c'est A, H, 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 puis plus C, double liaison H, H, donc ici A et H. Ok. Alors, il y a toutes les réactions chimiques passent, ok, de l'état initial à l'état final, par des états intermédiaires ou bien par des états transitoires. Donc je vais ici expliquer les états intermédiaires par lesquels passent ces transformations chimiques. Donc, dans un premier lieu, donc, il y a rupture de ces liaisons doubles. Okay. Donc lorsque ces liaisons doubles se rompent, on aura. Donc ici je vais parler de l'état intermédiaire qui nous permet d'obtenir le produit final. Donc avant d'obtenir le produit final, ces 3 molécules passent par cette étape. Ok, donc c'est donc la rupture de cette liaison. Ok, H, ici H, A et H. Donc lorsque la liaison double se rompt, ok, donc on conserve la liaison simple qui est entre ces 2 atomes de carbone, et lorsqu'on rompt, ok, la liaison double, alors chaque atome conserve son électron, ok, par lequel a participé pour établir la liaison double. Ok. Donc ici, cette molécule garde son électron célibataire et celle-là garde son électron célibataire. Même chose pour les 2 autres molécules. Ok, donc ici C, double liaison C, A, H, H, H. Alors ici, il y a rupture de cette liaison. Ok. On ne garde qu'une liaison simple. Et là, j'ai l'électron célibataire et là, l'électron célibataire. Puis, donc, C, A, H, H, H. Ici, l'électron célibataire, ici, l'électron célibataire. Alors, moi, j'ai donné un exemple à 3 molécules. OK, mais en pratique, on utilise un nombre très grand de ces molécules qui peut atteindre 2 puissance 14. Alors, je ne peux pas donner un exemple avec plusieurs molécules, OK, mais c'est la même chose. Donc, si vous comprenez ces étapes, donc vous pouvez comprendre les étapes lorsqu'on utilise un très grand nombre de molécules de composés éthyléniques. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va arriver par la suite? Alors, ces 2 électrons célibataires vont être mis en commun par ces 2 atomes de carbone et établissent une liaison simple.
Ok, même chose ici. Donc voilà, on a augmenté la longueur de la chaîne. Et donc ici, il reste un électron, ici un électron. Ok. Alors cette molécule ne peut pas exister ainsi, ok, parce qu'il est instable du fait que ce carbone-là n'est pas saturé, ça veut dire n'est pas entouré de 4 liaisons, de 4 doublés électroniques. Donc, soit cet hydrogène va être retranché de cet atome, ou bien cet hydrogène-là. Donc, supposons qu'on va enlever cet hydrogène-là, ok, donc ici il va apparaître un électron célibataire avec celui-là, ok, donc ici il y a établissement d'une liaison double entre ce carbone d'extrémité et le carbone voisin. Et cet hydrogène-là va être fixé sur cet atome. Et voilà, on a obtenu une molécule qui est longue. Je vais donner un exemple pour saisir ici la longueur de la molécule. Si par exemple je veux représenter sur une échelle cette molécule par exemple 1 mètre, ok, une échelle où je vais représenter par lequel je vais représenter la longueur de cette molécule par 1 mètre. Si j'utilise ce nombre de molécules, ok, au cours de ma polymérisation, alors la molécule obtenue aura une longueur de 20 000 mètres. Ça veut dire 20 km. Vous voyez qu'on part d'une molécule dont sur une échelle qu'on la représente par 1 mètre et on obtient sur la même échelle une molécule de 20 km. Donc ce sont des molécules qui sont très très grandes. Leur masse moléculaire, il est élevé, ok, donc pour les molécules qu'on utilise usuellement, leur masse, ok, se mesure en grammes, leur masse molaire. Mais ces atomes, leur masse molaire se mesure par des centaines de kilogrammes. Bon, donc cette molécule-là, on l'appelle monomère, et cette molécule, on l'appelle polymère. Ok. Bon, je vais donc généraliser cet exemple à plusieurs molécules qui constituent de N molécules de monomère. Alors donc voilà, donc CH2 CHA N fois. Donc ça veut dire j'ai N atomes, donc N peut atteindre 2 fois 10 puissance moins 4. Ok. Donc par une polymérisation, ok, donc on obtient un motif, voilà le motif, qui se répète N fois. Alors le motif qu'on obtient, donc c'est ok, qui se répète N fois. Ici, j'ai utilisé N égale à 3, donc ce motif se répète 3 fois. Alors, donc le produit obtenu, c'est un composé éthylénique. Ça veut dire que à l'extrémité, on a une liaison double. Ok, une liaison double. Donc pour N, alors tout d'abord, cette molécule est appelée monomère. Je vais la écrire. Monomère. Cette molécule, ok, dont le motif se répète une fois, est appelée polymère. Polymère. Et ce groupement d'atomes est appelé motif. Donc il se répète N fois. Le nombre N est appelé coefficient de polymérisation. Ok, coefficient de polymérisation. Polymérisation. Donc je vais donner quelques exemples de ces polymères.
Bon, quelques exemples. Exemple. Alors, je vais donner la molécule mère ou bien le monomère. Par exemple, l'éthène. L'éthène, ok. Donc, c'est CH2, CH2. En polymérisant l'éthène, on obtient le polyéthène. Donc, le motif est le suivant, CH2, ok, CH2, qui se répète une fois. Donc, on pourra utiliser comme molécule mère, par exemple, le chloroéthène, ou bien chlorure de vinyle. Donc, chloroéthène, ou bien chlorure de vinyle. Alors, donc, CH2, CHCl, c'est la formule du monomère, ou bien la molécule mère. Alors, le polymère obtenu, on l'appelle polychlorure de vinyle. Chlorure de vinyle. Connu sous l'abréviation P, poly, C, chlorure, V, vinyle. Ok. Il est très connu, ce polymère. Alors, son motif est le suivant. Donc, ici, j'ai CH2, CHCl, ok. Donc, il se répète une fois. Et finalement, donc, le troisième exemple, c'est le styrène. Styrène, donc le styrène, j'ai déjà parlé de styrène, c'est soit le phényléthène ou bien vinyle de benzène. Ok. Donc sa formule de cette molécule est la suivante. Donc ici j'ai CH2, CH, et ici j'ai le cycle benzoïque. Ok. Voilà. Donc j'ai dit soit qu'on l'appelle phényléthène ou bien vinyle benzène. Donc la molécule ou bien le motif est le suivant, CH2, CH, donc CH, ok, je peux représenter ici ce noyau ou bien je vais l'écrire tout simplement C5H6, ok. Ou bien je peux, voilà, C5H6, ok. Et donc, alors ici, ça veut dire qu'il y a ici un électron célibataire, ça veut dire qu'il va former une liaison simple avec le carbone voisin, donc il s'agit de ce carbone, pas celui-là, ok. Pas celui-là. Une fois. Et on l'appelle polystyrène. Bon, si vous êtes intéressé, vous pouvez voir les manuels scolaires pour voir les photos des produits fabriqués à partir de ces polymères, ou bien vous allez taper sur Google les noms, ok, et mettez images et vous allez voir les images des différents produits qu'on obtient à partir de ces polyéthènes, tels que les boîtes de conserve qui sont en plastique, telles que les cordes en plastique, les tuyaux, ok, les différents outils qu'on utilise, les fibres synthétiques, ainsi de suite. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine fois.